L'Amérique a appuyé sur le mauvais bouton et vous en payez déjà le prix. Au moment où Washington a décidé d'imposer des tarifs au Canada, l'objectif semblait simple, reprendre le contrôle, forcer un partenaire dépendant à céder. Après tout, quand près de 80% des exportations d'un pays partent chez vous, le rapport de force paraît évident. Sauf que ce calcul a ignoré une règle fondamentale. Un pays acculé ne se soumet pas toujours. Parfois, il se réorganise. Et ce basculement n'est pas théorique. Il s'est glissé dans votre quotidien, dans le prix du carburant, dans le coût des biens industriels, dans ces perturbations étranges que personne n'explique clairement, mais que tout le monde ressent. Officiellement, cette stratégie devait protéger l'économie américaine. Mais voici ce que peu de gens disent à voix haute. Plus la pression montait, plus le contrôle réel disparaissait. À ce moment précis, quelque chose s'est fissuré. Pas dans les discours, dans les structures, les infrastructures, les dépendances invisibles. Et une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour simple en arrière. La question n'est donc plus ce que Washington voulait obtenir. La vraie question est, qu'est-ce qui s'est déclenché quand le Canada a cessé de jouer selon les anciennes règles? Le cœur de l'affaire commence avec une hypothèse simple, presque jamais remise en question à Washington. Le Canada était vu comme un marché captif, un partenaire si dépendant qu'il ne pouvait pas se permettre de dire non. Cette logique a guidé l'imposition des tarifs, présentée comme un levier temporaire pour forcer des concessions rapides. Mais ce que cette décision a réellement enclenché dépasse largement un différend commercial. Car les tarifs n'ont pas seulement renchéri les échanges, ils ont transformé une relation structurelle en menace existentielle pour Ottawa. Et c'est là que le cadre change complètement. Plutôt que d'absorber le choc, le Canada a interprété le message comme un avertissement stratégique. Si la dépendance pouvait être utilisée comme une arme, alors cette dépendance devenait un risque mortel. À partir de ce moment, la question n'était plus comment négocier de meilleures conditions, mais comment survivre dans un système devenu hostile. Voici le point que beaucoup ont manqué. Ce n'était pas une réaction émotionnelle ou idéologique. C'était un calcul froid, méthodique, institutionnel. Et quand un État commence à réorganiser son économie autour de la survie, chaque décision suivante obéit à une logique radicalement différente. C'est là que le schéma commence à apparaître. Voici l'affirmation centrale, et elle est lourde de conséquences. La stratégie américaine n'a pas forcé le Canada à céder. Elle l'a forcé à se réarmer économiquement. Le premier signal concret apparaît lorsque les tarifs sont appliqués avec l'idée que le coût serait absorbé par Ottawa. Mais très vite, les chiffres racontent une autre histoire. Les coûts ne restent pas au nord de la frontière, ils traversent. Les prix des biens industriels augmentent. Les perturbations se propagent dans la base manufacturière américaine. Dès les premières phases, l'impact cumulé atteint des dizaines de milliards de dollars, accompagné d'une hausse mesurable des prix des biens industriels. Ce détail est crucial, parce qu'il montre que le levier supposé unidirectionnel ne fonctionnait déjà plus. Le Canada n'a pas encaissé le choc pour préserver l'accès au marché américain. Il a déclenché autre chose. Une réallocation stratégique. Mais observez ce qui manque dans la réponse initiale de Washington. Il n'y a aucune anticipation sérieuse d'une sortie structurelle canadienne. Aucun plan pour un scénario où Ottawa ne cherche plus à restaurer l'ancien équilibre. Tout repose sur l'idée que la dépendance suffira à imposer l'obéissance. C'est précisément là que l'erreur devient systémique. Parce qu'à partir du moment où un partenaire cesse de chercher l'apaisement, chaque point de friction devient un point de rupture potentielle. Et cette rupture ne va pas apparaître dans un discours. Elle va surgir dans l'endroit le plus rigide du système nord-américain, l'énergie. C'est ici que la situation s'intensifie, parce que l'énergie n'est pas un marché comme les autres. Elle ne s'adapte pas vite, elle ne pivote pas sur commande. Elle est enfermée dans du béton, de l'acier, des choix faits des décennies plus tôt. Sur le papier, les États-Unis produisent plus de pétrole que n'importe qui. Mais dans la réalité physique du système, une grande partie du pays dépend d'un type précis de brut canadien pour faire fonctionner ses raffineries. Ce n'est pas une préférence, c'est une contrainte. Ces installations ont été conçues pour un pétrole lourd, dense, spécifique. Et ce pétrole vient du Nord. Voici pourquoi cette escalade est différente des précédentes guerres commerciales.
On ne parle pas d'un produit interchangeable. On parle d'infrastructures qui ne peuvent pas s'adapter sans années de travaux et des milliards d'investissements. Quand les tarifs frappent ce flux, le choc ne peut pas être absorbé. Il se transmet. Et peu à peu, quelque chose d'anormal commence à devenir banal. Des hausses de prix ne sont plus perçues comme temporaires. Des tensions logistiques deviennent récurrentes. Le risque de pénurie n'est plus un scénario extrême, mais une possibilité discutée à voix basse. C'est là que l'escalade devient dangereuse, parce que ce qui devrait déclencher une alerte est en train de se normaliser. Et pendant que cette dépendance rigide se révèle, le Canada ouvre une porte que Washington n'avait pas anticipée. La deuxième preuve frappe plus fort, parce qu'elle révèle une contradiction impossible à ignorer. Washington parlait de pression maximale. Ottawa, lui, travaillait déjà à l'échappatoire. Le basculement se produit quand une réalité longtemps bloquée devient soudainement possible. Le Canada n'a plus un seul acheteur. Avec l'ouverture d'une nouvelle voie d'exportation vers le Pacifique, le pays n'est plus enfermé dans une relation à sens unique. Ce changement est discret, mais ses effets sont immédiats. Le pétrole canadien n'a plus besoin d'être vendu à perte pour rester sur le marché américain. Il peut aller ailleurs. C'est là que le paradoxe devient brutal. Les tarifs étaient censés forcer le Canada à absorber les coûts pour conserver l'accès aux États-Unis. Mais au lieu de cela, les flux se redirigent, les acheteurs changent, les volumes trouvent preneur de l'autre côté du monde. Et soudain, ce sont les consommateurs américains qui portent l'essentiel du choc. Voici le détail qui change définitivement la lecture de cette crise. À partir de ce moment, la douleur n'est plus partagée. Elle est asymétrique. Le Canada a une alternative. Les raffineries américaines, elles, restent coincées dans leurs contraintes physiques. Les mots parlaient de fermeté. Les actes, eux, ont créé une fuite de levier. Et une fois qu'un pays découvre qu'il peut s'extraire d'un monopole, il ne revient jamais volontairement à l'ancienne dépendance. Ce qui soulève une question inquiétante. Que se passe-t-il quand cette logique commence à contaminer le reste du système nord-américain? À partir de là, les événements s'enchaînent plus vite que le système ne peut les absorber. Ce n'est plus une crise unique, c'est une accumulation. D'abord, les chaînes industrielles commencent à grincer. Des pièces traversent la frontière encore, et à chaque passage, la friction augmente. Ce qui était fluide devient lent. Ce qui était rentable devient fragile. Puis viennent les arrêts de production. Pas spectaculaire, discret, une ligne qui ralentit, une autre qui s'arrête. Ensuite, la pression se déplace vers les prix. Les fabricants ne peuvent pas absorber indéfiniment des hausses artificielles. Une partie est transférée, puis une autre. Et sans annonce officielle, le consommateur commence à payer plus pour la même chose sans comprendre pourquoi. Enfin, le facteur temps entre en jeu. Les solutions évoquées prennent des années. Reconstruire, reconfigurer, relocaliser. Mais la pression, elle, est immédiate. Et chaque mois sans solution renforce l'instabilité. Voici la question qui s'impose alors, presque malgré elle. Que se passe-t-il si ce rythme ne ralentit pas? Si la pression continue de s'empiler, sans soupape, sans pause? À ce stade, le système ne cherche plus à gagner. Il cherche à tenir. À ce point précis, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle descend au niveau de la vie quotidienne. Parce que ce système, ce ne sont pas des graphiques, c'est vous. Quand les prix montent, vous n'avez pas de comité stratégique. Vous ajustez, vous reportez un achat, vous gardez une voiture plus longtemps, vous acceptez des délais plus longs. Et sans le savoir, vous absorbez des décisions prises bien au-dessus de vous, pas par idéologie, par inertie. Dans certaines régions, les effets sont plus visibles. Des emplois deviennent instables, des usines réduisent les heures, des communautés entières, construites autour d'un flux transfrontalier fluide, voient ce flux se contracter. Moins de passages, moins de clients, moins de marge. Rien de spectaculaire, juste une lente érosion. Et c'est précisément ce qui rend la situation dangereuse, parce qu'il n'y a pas un moment clair où l'on peut dire « voilà quand tout a basculé ». Le changement s'installe pendant que chacun essaie simplement de s'adapter. Si cette sensation vous est familière, dites-le dans les commentaires. Car lorsque les conséquences deviennent personnelles, le débat n'est plus théorique, il est vécu.
Et ce vécu prépare le terrain pour la prochaine étape, celle où le système révèle enfin comment il permet ce genre de dérive sans jamais appuyer sur un bouton d'alarme. Ce qui permet à ce genre de situation de se produire n'est pas un complot, ni une erreur isolée. C'est un mécanisme, un système conçu pour optimiser l'efficacité en temps normal, mais incapable de gérer la perte de confiance. Pendant des décennies, l'intégration nord-américaine a reposé sur une hypothèse silencieuse, la prévisibilité. Les entreprises investissent parce qu'elles supposent que les règles ne seront pas retournées contre elles du jour au lendemain. Les États coopèrent parce qu'ils pensent que les leviers ne seront pas transformés en armes. Quand cette hypothèse disparaît, tout change. Voici l'élément le plus troublant. Le système ne s'effondre pas immédiatement. Il s'adapte, mais il s'adapte mal. Les acteurs les plus rapides trouvent des alternatives. Les plus lents absorbent les coûts. Et ceux qui n'ont aucun levier, consommateurs, travailleurs, petites entreprises, deviennent les amortisseurs silencieux. C'est ainsi que le pouvoir se déplace sans vote, sans annonce, sans rupture visible. Non pas vers ceux qui produisent, mais vers ceux qui peuvent se déplacer. Les capitaux, les flux, les partenariats flexibles. Ce n'est pas une crise de colère, c'est une crise d'incitation. Et une fois que ces incitations changent, le système suit, même si cela mène exactement à l'opposé de l'objectif initial. La vraie inquiétude est donc simple. Que fait un système quand il a appris à fonctionner sans vous? À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'offre de retour confortable au passé. La première est celle de la réparation partielle. Les tensions s'apaisent en surface. Les tarifs sont ajustés. Le langage se radoucit. Mais le mal essentiel reste. La confiance ne revient pas au même niveau. Les acteurs qui ont découvert des alternatives ne les abandonnent pas. Les investissements continuent de se diversifier. Le système fonctionne encore, mais avec des redondances coûteuses et une intégration affaiblie. La seconde trajectoire est plus silencieuse, mais plus profonde. Les frictions deviennent la norme. Les décisions sont prises en anticipant le prochain choc, pas la coopération à long terme. Les chaînes d'approvisionnement se fragmentent lentement, pas par rupture brutale, mais par prudence cumulative. Chacun réduit son exposition, chacun se couvre. Ce qui rend cette phase instable, c'est qu'elle avance sans signal clair. Il n'y a pas d'annonce officielle de bascule. Juste une série de choix rationnels qui, mis bout à bout, transforment durablement le paysage. Et pendant que ces choix s'accumulent, une chose devient évidente. Le prochain mouvement n'a pas encore été rendu public, mais il est déjà en préparation. Il y a une idée centrale qui relie tout ce que vous venez d'entendre, et elle est inconfortable. Le pouvoir moderne ne disparaît pas dans le bruit, il glisse. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un conflit commercial, c'est celle d'un système qui a confondu influence et contrôle. En utilisant la dépendance comme une arme, il a appris à ses partenaires qu'ils devaient s'en libérer. Et une fois cette leçon intégrée, il n'y a pas de retour à l'innocence d'avant. En une phrase, voilà ce qui s'est vraiment passé. En cherchant à contraindre, l'Amérique a enseigné au Canada comment s'émanciper. Ce qui vient ensuite ne sera pas décidé par un seul vote ou une seule annonce. Ce sera la somme de décisions prises en coulisses, de contrats signés ailleurs, de flux redirigés loin des regards. Et c'est précisément pour cela que cette histoire n'est pas terminée. Parce que la prochaine étape n'est pas encore visible, mais elle est déjà en train de se former. Si vous voulez comprendre ce qui se passe avant que les conséquences n'apparaissent dans les gros titres, c'est ici que ça commence. Suivez cette chaîne pour ne pas rater la suite.